J'aimerais vous parler de comment ce redoutable comité a transformé ma vie. Comment, à travers les adeptes du comité de Murphy, j'ai appris l'importance de la persévérance, de la patience et de l'abnégation. J'ai appris l'art de transformer les difficultés en opportunités, la nécessité de se réinventer quand il le faut et surtout l'intérêt de ne jamais abandonner. J'admets l'aspect énigmatique du sujet, mais croyez-moi que tout au long de mon intervention, nous allons découvrir ensemble l'identité de ce fameux comité. À travers mon propre vécu, certains parmi vous s'y reconnaîtront pour avoir déjà été confrontés aux actions du même comité. Et je suis persuadée qu'au bout du voyage, il ne sera plus nécessaire de démontrer pourquoi il ne faut jamais abandonner dans la vie. Si vous êtes prêts, on démarre. Née dans les profondeurs du Fouta Djallon, je suis la fille d'un homme à la craie et d'une femme à la marmite. Ma tradition familiale n'échappe pas à la force du nombre. Je suis issue d'une famille très nombreuse, une famille de 9 enfants. Chez nous, comme dans la plupart des familles traditionnelles africaines, on dit plus on est nombreux, plus on a la chance qu'un d'entre nous sorte du lot, c'est-à-dire qu'un d'entre nous réussisse. C'est une sorte de tombola à l'africaine pour constituer la famille. Mais c'est aussi cela, la famille classique africaine dont nous tous ici présents sommes fiers. J'ai eu la chance très tôt d'aller à l'école, chance que n'ont pas tous les enfants nés dans des endroits reculés du pays. Mon père étant instituteur, il tenait quand même à ce que tous ses enfants soient scolarisés et bien encadrés. C'est donc à Lelouma, ma ville natale, que j'ai fait mes premiers pas à l'école et j'ai effectué une bonne partie de mon parcours préuniversitaire. J'ai obtenu mon certificat d'études primaires et mon BEPC en 2006. Jusque-là, tout va très bien dans ma vie. Le monde semble être à mes pieds, tout paraît si facile. Fille à papa, j'ai tous les droits. Brillante à l'école, j'étais très proche de mon père. Je rêvais à mon enfance de devenir pilote, comme notre regrettée Dame Binta pilote qui m'inspirait beaucoup. Je rêvais vraiment de conquérir le monde. Et comme tout enfant de mon âge, j'étais persuadée d'y arriver avec mes parents à mes côtés. Hélas, c'est du haut de mes 13 ans que pour la première fois, Murphy va faire son apparition dans ma vie avec sa fichue loi qui prédit que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Le premier coup fatal arrive, mon père décède. Pas le pilier de toute la famille d'ailleurs. Il a répondu à l'appel de Dieu à la veille de mon admission au lycée. Et vous? Certes, seulement qu'à 13 ans, je me retrouve déchue de mon trône. Je perds le sourire, mon soleil disparaît, j'ai l'impression que le monde s'effondre autour de moi. J'étais très timide à l'époque, ma timidité s'accentue. Je deviens renfermée sur moi-même. Pour moi, c'est le début d'un véritable voyage qui est celui de la vie. Je devais désormais apprendre à affronter la vie, certes pas toute seule parce que j'avais le reste de ma famille, mais je réalisais que rien n'était plus comme avant. La mort de mon père a été une épreuve très dure pour moi. Pourtant, il m'a légué de si belles valeurs de foi et de courage qu'à chaque étape de ma vie, j'essaye d'en faire bon usage. Bien qu'étant très jeune, 13 ans à l'époque, cette épreuve m'a mûri. Chevillée au corps, j'ai pris la vie par les deux bouts en m'inspirant de cet héritage de force et de courage profond. Voilà donc en 2007, j'arrive à l'Abbé pour poursuivre mes études. Je m'inscris au lycée public Hogomboro, où je vais passer 2 années parsemées d'embûches. Allant des turbulences familiales, le pilier n'était plus là, aux difficultés de tout genre. Je me retrouvais à marcher sur des kilomètres et des kilomètres, on habitait très loin de l'école, matin, midi et soir, pour me rendre à l'école. J'avais tellement appris à marcher vite et j'étais tellement constante sur la route tous les jours
que les jeunes de mon quartier m'ont surnommé TGV. Donc, c'est quand je passais que je les entendais à chaque fois dire « le TGV arrive ». Je n'avais pas le prix de taxi-moto pour aller à l'école. Je n'avais pas aussi les moyens de me payer les cours de révision pour préparer mon baccalauréat. Certains profs de bonne volonté me les accordaient gratuitement parce que je travaillais bien à l'école. Malgré toutes ces difficultés, j'ai réussi à décrocher mon baccalauréat unique option sciences expérimentales en 2009 à l'âge de 16 ans. Et je fus parmi les heureux lauréats du pays. J'obtiens donc une bourse d'études pour le Maroc. Toute contente, je pars au Maroc dans le but de faire la médecine, comme le souhaitait mon défunt père. Parce qu'il faut le dire que même si moi, depuis ma tendre enfance, j'ai rêvé de devenir pilote, mon père, lui, voulait que je devienne médecin. Et compte tenu des circonstances, je tenais à lui faire honneur en suivant sa volonté. Mais une fois au royaume chérifien, me voilà au début d'une aventure qui s'annonce chaotique. Comme tous les lauréats du pays, nos orientations universitaires ne sont pas nôtres, nous les subissons. À lieu et place de la médecine, je me retrouve donc du jour au lendemain dans une école professionnelle qui ne me permettait nullement pas d'accéder aux études de mon choix. C'était très loin d'être le lieu du parcours de rêve. Ça a été un coup dur, je vous assure. Et pour tout vous dire, après tous les efforts que j'ai fournis au cours de mon cursus académique, j'ai vécu cette expérience comme étant un échec total. C'est donc après plusieurs requêtes de réorientation que les autorités consulaires ont réussi à me convaincre d'aller suivre les cours cette première année-là dans l'école professionnelle, en me promettant que je pourrais changer pour me réorienter vers la médecine l'année suivante. C'est ce que je fis. À la fin de l'année, je reviens donc avec de bons résultats comme il m'a été demandé et je relance ma demande de changement de filière. Devinez ce qui s'est passé? Le comité de Murphy, comme il en existe toujours et partout, était bien en place. Tu n'y arriveras jamais, me jetant ses adhérents à la face. On me demande, est-ce que vous avez des parents qui peuvent effectuer les démarches pour vous au pays? Très curieuse comme question, d'autant plus que la formation se passe au Maroc. Mais entendez par là, est-ce que j'ai en Guinée une famille avec de gros moyens financiers ou alors avec des relations haut placées ou tout simplement des personnes qui pourraient régler la facture à Conakry afin que ma situation soit examinée à Rabat? Une très très bonne question dans mon cas, parce que je n'en ai pas. Le comité de Murphy va me faire comprendre que si je n'ai pas de parents bien placés, il ne sert à rien de se battre. Je n'y arriverai pas. La médecine, il faut l'oublier, tout simplement. Donc, après plusieurs semaines de démarches administratives, de larmes, de tensions avec les autorités de l'ambassade et les autorités du service des bourses extérieures, le verdict est tombé. La médecine m'a été purement et simplement refusée. Je n'avais ni les moyens financiers, ni les relations qu'il fallait pour faire aboutir ma requête. J'étais dépourvue de toute force. Ce fut une grosse période de déception et de désespoir pour moi. De son côté, le comité de Murphy est soulagé, ses membres célèbrent la victoire. Mais moi, pour ma part, je dois avouer que ça a été l'échec le plus cuisant pour moi au cours de mon cursus académique. Pour mon père, pour sa mémoire et pour les efforts que j'ai consentis pour y arriver. Mais c'est aussi cela qui m'a permis de tenir les adeptes de Murphy à distance. Je pense qu'en partie, c'est grâce à cet événement que je suis là aujourd'hui devant vous. Au bout du rouleau, je me suis relevée en partie grâce au soutien de ma famille et de mes amis. Lorsque j'ai réalisé que la médecine n'était plus possible, à un moment donné, j'ai voulu abandonner les études. Par la suite, j'ai pensé à revenir ici en Guinée pour faire la médecine ou aller voir au Sénégal. J'étais complètement perdue. C'est ma sœur aînée, que je remercierai au passage, qui a refusé que j'abandonne les études à l'époque. Elle m'a encouragée à rester au Maroc et à poursuivre mes études. Je devais donc tout réimaginer. Je devais réinventer mon parcours.
Je décide alors de bifurquer vers une autre voie totalement différente, les mathématiques appliquées. Mais figurez-vous bien que le comité de Murphy sera au rendez-vous comme à l'accoutumée. L'illustration parfaite de cela va venir d'une dame qui travaillait à l'époque à l'ambassade de Guinée au Maroc, qui, lorsque j'ai décidé de me réorienter en maths appliquées, va me faire comprendre sarcastiquement devant tout le monde que c'était non seulement impossible, mais aussi que c'était l'échec assuré. Parce que pour elle, des gens plus brillants que moi n'ont pas réussi dans cette filière au Maroc. Et à la limite, elle me trouvait un peu trop prétentieuse de vouloir par la suite accéder aux grandes écoles d'ingénieurs où le nombre de filles guinéennes se comptait au bout des doigts. Sans le savoir, cette femme venait de me lancer un défi que j'étais cette fois-ci prête à relever contre vents et marées. Ma détermination à surmonter tous les obstacles devant cette deuxième voie était juste inébranlable. Il était hors de question pour moi que le comité de Murphy ait raison cette fois. J'ai donc travaillé d'arrache-pied durant mes 2 premières années en mathématiques appliquées pour réunir tout ce qu'il me fallait pour accéder aux grandes écoles d'ingénieurs. Et quand le moment de passer le concours approchait, j'ai appelé une connaissance qui l'avait tenté à l'époque pour avoir quelques conseils et indications sur le concours. Cette personne censée m'encourager m'a dit à rigolant, « Nous avons déjà tenté ce concours et avons échoué. Mais comme toi, tu es minté et que les intelligences diffèrent, tu feras peut-être l'exception. » J'avoue que cette réaction m'a refroidi. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai même failli baisser les bras. Pour tout vous dire, depuis ce jour-là, je craignais maintenant de demander conseil car je savais que c'était un rendez-vous garanti avec le redoutable comité de Murphy. J'ai d'ailleurs décidé de me cacher pour passer le concours, pour qu'au cas où je ne réussirais pas, que personne ne soit au courant de mon échec. Cela m'éviterait des commentaires comme « on te l'avait dit »,« on t'avait prévenu »,« nous on savait », de la part des membres du comité de Murphy. Mais derrière cette peur, vivait en moi une détermination sans faille que dans mon plus grand soulagement, j'atteignais cet objectif qui semblait à bien des égards hors de portée. Et figurez-vous que la dame de l'ambassade dont je vous ai parlé, célèbre membre du comité de Murphy qui avait prédit mon échec, a été l'une des premières personnes à me féliciter lorsque j'ai été admise à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée de Rabat, devenant ainsi la première fille guinéenne à accéder à cet établissement. Comme quoi, battez-vous pour vos rêves, ayez confiance à vos rêves. J'accède donc à l'INSEA. Je poursuis mes 3 années de formation d'ingénieur, au bout desquelles j'obtiens brillamment mon diplôme en actuariat finance et je décroche un emploi à Casablanca. Toutefois, dans ma quête perpétuelle de connaissances, je décide de continuer les études en France. Ce fut encore une autre étape à franchir avec son lot de difficultés, bien évidemment. Partant de mes maigres économies, issues de mes primes de stage et de mon salaire pour le peu de temps que j'ai travaillé à Casablanca, je débarque en France sans aucun soutien financier. J'avais des cours intenses dans 2 écoles différentes dans le cadre d'une double diplomation, ce qui ne me permettait pas d'allier études et travail comme la plupart des étudiants en France. Il a donc fallu faire avec la galère. Et je vous dis, la vraie galère pendant la période de ma formation. Pour résumer, mon parcours a été tumultueux. J'ai été confrontée à d'énormes difficultés de la vie. J'aurais pu abandonner à plusieurs reprises si je me résignais aux sages conseils du comité de Murphy qui ne sont sans doute pas les plus motivateurs. Mais j'ai toujours choisi d'aller au bout de mes rêves. Aujourd'hui, sans pour autant me complaire dans ma situation, je mène ma petite vie qui me permet d'être plus ou moins une fille indépendante et épanouie. J'ai eu la chance de travailler dans de grandes multinationales. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Mais comme vous aurez pu le noter, la vie n'a pas toujours été tendre avec moi. Je vais d'ailleurs vous raconter une dernière anecdote qui est toute récente. En 2020, j'ai voulu réaliser un projet d'une certaine dimension dans ce sacré contexte de pandémie. Tout naturellement, je me suis dirigée vers une agence pour m'accompagner dans le cadre de mon projet. J'arrive avec un ami.
Au bout de quelques minutes de conversation, l'agent me fait une remarque assez singulière. Il me dit, mademoiselle, ce que je vais vous dire risque de vous choquer, mais ne le prenez pas autrement. Je préfère être franc avec vous. Votre projet est un peu trop ambitieux. Pourquoi je dis cela? Vous êtes assez jeune, vous êtes une fille, vous êtes célibataire et vous êtes d'origine africaine. Effectivement, au fond de moi, j'étais très choquée. D'ailleurs, la personne qui m'avait accompagnée. Mais j'ai fait l'effort d'afficher un sourire et je lui ai répondu, « Oh non, messieurs, ne vous en faites pas, je ne suis pas choquée. Ce que vous venez de dire a le mérite d'être honnête, c'est une réalité. Je combine tous les critères discriminants pour réaliser un tel projet. Mais je vous propose d'en reparler tranquillement autour d'un café une fois que le projet aura abouti. » L'agent me regarde et me dit, « Vous avez l'air d'être sûr de vous. » Ensuite, je lui demande tout ce qu'il me fallait comme document pour la suite de la procédure et mon ami et moi, on s'en va. Lorsque le projet a abouti, nous n'avons pas eu l'occasion d'en reparler autour d'un café comme on l'aurait voulu compte tenu de la pandémie, mais nous avons eu une discussion au téléphone à ce sujet-là et en avons bien rigolé. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, pour faire simple, le fameux comité de Murphy, c'est ce groupe fictif de gens qui sont toujours là à vous assigner un blocage mental, qui sont toujours là à vous transmettre des ondes négatives dans vos rêves, dans vos initiatives, dans vos projets et entreprises. C'est ce groupe de personnes qui, à la place de vous encourager, vous décourage dans tout ce que vous entreprenez. Mon parcours en est une illustration. À chaque fois que les adeptes de Murphy ont fait irruption dans ma vie, face aux difficultés, il m'a fallu résister en m'appuyant sur des piliers fondamentaux tels que la foi, les valeurs familiales, mais surtout la force de ne jamais abandonner. Et c'est en cela que je voudrais attirer l'attention sur l'importance d'une chose, qui est l'éducation. Car voyez-vous, bien que la foi, le courage, l'abnégation aient été le carburant ayant permis de venir à bout de ce long périple, force est de reconnaître que le navire du voyage a été et demeure l'éducation. Navire dans lequel mes parents m'ont placé depuis ma tendre enfance et dans lequel je prends plaisir à rester jusqu'à la fin de mes jours. Je suis convaincue que l'éducation, la bonne, est le moteur de tout développement. Et c'est dans ce sens que mes amis et moi avons voulu apporter notre modeste contribution à l'éducation des jeunes Guinéens et globalement africains à travers l'ONG Colibri Afrique, qui met l'éducation au cœur de ses priorités. À travers cette jeune ONG, nous avons entre autres pu réhabiliter partiellement mon lycée d'origine, qui était dans un état très délabré. Nous avons mis en place au niveau national une bourse d'excellence pour accompagner les jeunes et dont la 2e édition sera lancée d'ailleurs bientôt.